Nous avons vu dans l'épisode précédent que la sécurité sociale gère près de 500 milliards d'euros, plus que le budget de l'État, par un système de cotisations, taxes, prestations qui échappe totalement au crédit bancaire et à la spéculation. Pendant ces 15 premières années, la Sécu était principalement gérée par les salariés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ces cotisations pèsent sur les entreprises, mais nous avons vu que ces charges sociales, c'est du salaire en nature pour chaque Français, pour prévoir la maladie, le chômage, la retraite et pour les allocations familiales. Oui, mais pour les entreprises, ce sont des charges. Et puis, après tout, est-ce bien aux entreprises de payer pour les soins de leurs salariés, pour leur retraite, pour leurs enfants? Après tout, c'est pas l'affaire des entreprises, ça. Quand l'esclavage existait, le maître exploitait son esclave pour sa force de travail, mais il devait le loger, le nourrir, le soigner, ainsi que ses enfants et ses vieux. Il fallait bien, car sinon l'esclave mourait et ne servait plus à rien. Ça ne faisait pas l'affaire du maître. Les charges sociales concernent aussi les besoins essentiels à la vie du salarié, car sans les satisfaire, sans soin par exemple s'il est malade ou accidenté, le salarié ne peut plus travailler, n'apporte plus sa force à l'entreprise. Et l'entreprise périclite. S'il veut avoir un salarié en capacité de travailler, l'employeur doit lui donner les moyens de se soigner, d'assurer ses besoins essentiels. C'est donc une nécessité pour l'entreprise pour bénéficier du travail du salarié. Et celui-ci a droit à une retraite payée par l'employeur en échange du travail accompli. C'est un droit intangible. Mais quand même, toutes ces cotisations sociales, ça pèse sur les entreprises. Il faudrait que ça coûte le moins cher possible. Alors faut-il remplacer en partie la sécurité sociale par les mutuelles et assurances privées, comme le promettait Fillon pendant les primaires de la droite? Le credo principal de la droite, c'est en effet que la concurrence c'est bon parce que ça fait baisser les prix. Donc c'est bon pour tout le monde. Mais si c'est vrai, comment ça se fait qu'aux États-Unis, où les frais de santé sont pour l'essentiel aux mains des assurances privées, le montant de ces frais de santé c'est 18% du PIB, alors que chez nous c'est 12%. 18%, 12%, ça leur coûte 1,5 fois plus cher que chez nous. Et pourtant, là-bas, il y a plein de monde à qui on refuse des soins parce qu'ils ne peuvent pas se les payer. Ça montre bien que la concurrence, ça ne marche pas forcément. Puisqu'on oublie un argument de taille, c'est qu'il faut payer en plus les grosses marges des sociétés privées, des actionnaires, les frais de publicité, des mutuelles, les taux d'intérêt pour les banques et toute la spéculation. Rappelez-vous, 1,5 fois plus cher. Quant à la France, les frais de gestion des mutuelles représentent 20% de leur chiffre d'affaires et jusqu'à 30% pour les compagnies d'assurance, contre 6% pour la Sécu. 20%, 30%, 6%. C'est pas grave. Fillon ou les autres à droite, ils veulent réformer. Ils veulent confier une bonne partie de cet argent au privé, comme aux States. Ben oui, parce que il y a aussi le trou de la Sécu. Ah, le trou de la Sécu. C'est quoi ça encore? Bon, c'est quand même plusieurs milliards de déficit chaque année. C'est pas une paille. Mais alors, si le privé, en matière de santé, ça coûte 1,5 fois plus cher, le trou de la Sécu, il sera encore plus gros, non? Bon, alors, c'est quoi ce trou-là? On nous dit, il y a des gens qui fraudent. Ah, c'est leur faute alors. Si on veut comparer, il y aurait en effet 3 milliards d'euros de fraude aux prestations. Mais à côté de cela, il y a 16 milliards d'euros de fraude au prélèvement de la part des entreprises. Travail au noir, heures supplémentaires non déclarées, etc. Et 80 milliards chaque année d'évasion fiscale vers l'étranger de la part des multinationales et des gens fortunés. Alors, c'est qui les plus fraudeurs? Bon,
C'est pas pour excuser le petit fraudeur qui veut toucher le RSA alors qu'il n'y a pas droit. Mais lui, il va frauder pour quelques centaines d'euros, quand les gros qui font de l'évasion fiscale fraudent sur des dizaines de millions. En plus, on ne nous parle jamais des gens qui devraient toucher des prestations et qui ne le réclament pas, parce qu'ils sont mal informés, parce que les démarches administratives, c'est trop compliqué pour eux, ou parce qu'ils ne veulent pas être pris pour des profiteurs. Ainsi, les derniers chiffres pour le RSA et la CMU, c'est une personne sur deux qui y a droit et qui ne les demande pas. Au total, ça fait quand même 7 milliards d'euros qui ne sont pas distribués à des personnes qui en auraient grandement besoin. Alors, quand on nous parle de fraude, il faut relativiser. Bon, mais il vient d'où ce trou de la Sécu? On nous dit il y a trop de dépenses de santé. Ça augmente chaque année. Bon, mais il faut voir que les recettes de la Sécu, elles diminuent aussi chaque année. C'est normal puisqu'il y a de plus en plus de chômage et de plus en plus d'entreprises qui ferment ou qui délocalisent dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Donc il y a de moins en moins de cotisations, s'il y a de moins en moins de salariés. Et en plus, avant 1996, le taux de cotisation patronale augmentait toujours progressivement pour financer la Sécu. Qu'est-ce t'en dis, Bernard ? Nos institutions de sécurité sociale, ça je le dis avec fermeté parce qu'il y en a marre de ce prétendu trou de la Sécu, sont des institutions financièrement extrêmement saines. Extrêmement saines. Il peut y avoir des conjonctures dans lesquelles il y a un déficit, mais qui sont suivies de conjonctures dans lesquelles il y a un excédent. Pour la retraite, par exemple, il y a eu des tas de phases excédentaires. Arrêtons d'introduire tout dans le débat public un prétendu trou de la Sécu. Cela dit, s'il y a un problème de financement, c'est parce que depuis 1996, le taux de cotisation ne bouge plus. Il y a un gel. Il y a un gel, ben, le salarié aussi. Pendant 50 ans, de 1945 à 96, vous avez eu une hausse permanente du taux. Il est passé de 8 à 26% du salaire brut. Et depuis 96, nous sommes dans une espèce de tabou. Pas de hausse du taux de cotisation patronale. La hausse du taux de cotisation salariée serait tolérable à condition, bien sûr, qu'il y ait une hausse du brut. Mais de toute façon, en absence de hausse du brut, la hausse ne peut être que du taux de cotisation patronale pour que les salariés récupèrent une partie de la croissance. La crise actuelle vient du fait de la modération salariale, comme on dit, qui s'est traduite par à la fois une faible progression des salaires, 0,5 à peu près pour cent par an, alors que le PIB augmente de 1,5 par an. Ça veut dire que les salariés ne récupèrent que le tiers de la croissance. Le reste va au profit. À cause également du gel du taux de cotisation patronale, qui fait que le salaire total, qui est le salaire direct plus les cotisations, n'augmente pas autant qu'il le devrait. La crise, elle vient de cela, celle qui a suscité la spéculation. Ça vient de ces profits générés par la modération salariale. Nous sommes aujourd'hui en train de nous voir imposer de payer le fruit de la modération salariale, précisément. Ça, c'est Bernard Friot en 2010 chez Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. Donc, depuis 30 ans, ce taux de cotisation patronale n'augmente plus. Il est bloqué et même des fois, il diminue. Vous me direz que ça se comprend avec la concurrence internationale. Fallait bien que ça s'arrête, sinon nos entreprises auraient été mal. Oui, mais dans le même temps, au début des années 80, avec le néolibéralisme, la dérégulation, le taux de profit des entreprises a subitement augmenté en France comme ailleurs. C'est bien pour ça que la seule réponse par le haut à la crise actuelle, c'est d'augmenter massivement les salaires en augmentant le taux de cotisation. Ah oui, vous êtes un révolutionnaire. Parce que c'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. On est en train d'imposer la rigueur. Il y a un plan en Grande-Bretagne de rigueur extrêmement vigoureuse, et c'est ce qui est en train de se passer en France. Vous pensez qu'il faut augmenter au contraire les salaires? Mais bien sûr, puisque la cause de la crise, c'est la modération salariale. Nous avons une baisse de 10 points des salaires dans le PIB qui s'opère dans la décennie dramatique des années 80, d'accord, et qui est restée. Nous sommes toujours à 10 points en dessous de ce que nous avions au début des années 80. Ces 10 points qui représentent quand même 200 milliards d'euros par an sur un PIB de 2000 milliards, ils manquent et il faut les retrouver. Parce que cette insuffisante progression des salaires qui fait qu'il y a crise, c'est ça l'origine fondamentale de la crise. Oula, on se calme. Bon, reprenons.
Le Friot, il dit que, pour parler technique, dans la valeur ajoutée des entreprises, la part des salaires a diminué de 10%. Et ces 10% sont allés au profit des patrons, donc des actionnaires. Et 10% du PIB, ça fait tout de même 200 milliards chaque année, qui avant seraient allés aux salariés et qui, depuis plus de 30 ans, vont dans la poche des actionnaires. 200 milliards chaque année. C'est bizarre, mais quand on nous dit que c'est à cause de la crise si ça va mal, c'est pas la crise pour tout le monde. Est-ce que ça sert à ce que les entreprises investissent plus, donc embauchent plus? Non. Dans le même temps où elles augmentaient considérablement leurs profits, l'investissement diminuait, et depuis, il n'est pas remonté. Ces 200 milliards que ne perçoivent pas les salariés et qui ne vont pas à l'investissement, ce sont les actionnaires des grandes entreprises qui les gagnent. Et ils partent en fumée dans la spéculation financière. La bourse ne s'est jamais aussi bien portée que depuis 30 ans. Alors, c'est la crise ? Faut savoir que les produits dérivés de la spéculation, des produits purement fictifs, ça équivalait en 2012 à 12 fois le montant de l'économie réelle. Du vrai argent, si on peut dire. Aujourd'hui, ça doit être bien plus. Ça nous fait une belle bulle, 12 fois le montant de l'économie réelle. Et quand elle va péter, ça risque de faire très très mal. Alors, pendant que les grosses entreprises françaises faisaient chaque année 200 milliards de profits en plus, qui auraient dû revenir aux salariés, vous ne croyez pas que leur taux de cotisation patronale aurait pu continuer à augmenter un peu pour qu'il n'y ait pas de trou de la Sécu? Et si ces 200 milliards chaque année avaient été versés aux salariés français, ça aurait bien fait beaucoup de cotisations en plus. Et la Sécu serait même excédentaire depuis très longtemps. Mais tout de même, pour que ça pèse moins sur les entreprises, on pourrait diminuer les cotisations patronales pour les remplacer par un impôt qui pèsera lui sur l'ensemble de la population, comme des taxes genre CSG ou la TVA. C'est ce que proposent pas mal de personnalités politiques, et pas que à droite. Le problème, c'est que la TVA, c'est un impôt très injuste puisqu'il coûte beaucoup aux plus pauvres, alors qu'il est insensible pour les plus riches. Et une taxe comme la CSG ou l'impôt sur le revenu sont principalement payés par les salariés. Donc ce serait aux salariés de payer à la place des entreprises, des actionnaires. L'impôt sur les grandes fortunes, personne ne parle de l'augmenter, et il ne représente qu'environ 2% du montant total des impôts. Et l'on sait que nos plus grandes fortunes de France se débrouillent souvent pour y échapper par des finesses de notre système fiscal. Soit dit en passant, cet impôt sur les grandes fortunes, la droite veut même le supprimer. Moi, mon avis bien à moi, c'est que si les grosses entreprises prennent chaque année 200 milliards de plus qui auraient dû aller dans la poche des salariés et avec lesquels elles n'investissent pas plus, il n'y a pas de raison pour qu'on leur baisse en plus des cotisations patronales. Surtout si ces cotisations, c'est du salaire en nature pour leurs employés. Alors, faut-il démanteler la Sécu, comme le veut une partie de la droite? La Sécu, instituée par les communistes de la CGT en 1945-46, qui ne passe pas par la spéculation, ni par les emprunts aux banques, les taux d'intérêt, et qui assure à tous des soins et des retraites, et une protection contre le chômage, et qui aide les familles au même titre que l'on soit pauvre ou riche. D'après ce que je viens de vous dire, je ne crois pas. Faut-il au contraire étendre la sécurité sociale? Pour répondre, et pour finir, je vais prendre l'exemple de ce qu'ont fait les socialistes au pouvoir sous François Hollande. Vous savez que si vous êtes salarié du privé, vous devez obligatoirement depuis 2016 être affilié à une mutuelle ou à une assurance complémentaire
qui couvre la partie des soins qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Car la Sécu rembourse en gros les 2/3 des consultations et des soins, des médicaments. Le reste, c'est pour les mutuelles et les assurances privées. Donc ces mutuelles et assurances sont devenues obligatoires si vous êtes salarié, alors qu'avant vous pouviez choisir d'en avoir une ou pas. Elles sont aussi obligatoires que la Sécu est obligatoire. D'ailleurs, pour la maladie, la Sécu, on appelle ça l'assurance maladie obligatoire, alors que les mutuelles, c'est l'assurance maladie complémentaire. Mais alors, puisqu'elles sont devenues obligatoires, comme la Sécu, et qu'il faut cotiser pour elles, pourquoi on ne réunit pas tout ça sous la sécurité sociale? Pourquoi la Sécu ne s'occuperait pas de la totalité des remboursements de santé, si on y cotisait davantage, au lieu de devoir obligatoirement payer des assurances? C'est quoi la différence? Eh bien, ça ne fonctionne pas pareil. Car ce que vous devez payer à votre complémentaire n'est pas proportionnel à votre revenu. Vous vous souvenez, la cotisation d'un salarié à la Sécu, dans le cas le plus courant, c'est environ 18% du salaire brut. Plus vous gagnez, plus vous payez. C'est la solidarité.